Nous avons toujours refusé de mettre en œuvre les réformes indispensables à la protection de l'environnement et de l'humain. Sachez que, puisque nous sommes arrivés à l'extrémité, il nous faudra agir maintenant, sans plus attendre. Et ce qui est véritablement enthousiasmant, c'est que la réponse existe et que nous allons la mettre en œuvre tellement elle est simple à appliquer et tellement elle fait l'avantage d'absolument tout le monde. Nous avons cette immense chance d'être à l'époque où l'humain va enfin décider de changer d'un système économique, social, environnemental et politique d'agressivité et de loi du plus fort pour mettre en place, parce qu'il y est obligé, parce qu'il est menacé de disparition, pour mettre en place un système altruiste, généreux et humaniste. Nous avons une chance extraordinaire de vivre aujourd'hui, au moment présent. Les climatologues sont de plus en plus nombreux à affirmer que nous ne réussirons probablement pas à limiter le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés fatidiques au-delà desquels il ne sera plus possible de faire quoi que ce soit. Nous comprenons donc que toutes les propositions destinées à remédier à ce réchauffement climatique qui prennent un laps de temps trop important sont donc condamnées à l'échec, sont obsolètes et même pas considérables. Il nous faut véritablement une solution extrêmement performante. Pour trouver une réponse à un problème, il faut absolument se poser la bonne question. Donc savoir d'où provient ce réchauffement climatique, donc de l'activité économique humaine évidemment, mais quelle en est la raison au sein même de ce principe de l'économie. Tout simplement, l'homme a d'excellentes idées et l'une d'entre elles est l'invention de la monnaie. Parce que effectivement, si vous étiez producteur de pommes de terre, à l'époque du troc, il était un peu fastidieux d'avoir à prendre une brouette complète chargée de pommes de terre pour aller la troquer contre une chemise, ce qui posait un problème quand le marchand de chemise n'avait pas besoin de pommes de terre. Donc l'invention de la monnaie est véritablement un outil exceptionnel pour faciliter les échanges économiques. Par contre, nous ne nous sommes peut-être pas rendus compte que, ce faisant, en inventant la monnaie, nous nous mettions dans la nécessité impérieuse d'avoir un emploi pour avoir un salaire de façon à pouvoir consommer et ne pas être exclu. Imaginons que les robots produisent tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Dans un système économique rationnel et intelligent, ce serait le paradis. Nous n'aurions plus besoin de travailler, nous n'aurions plus qu'à profiter de la vie. Regardez nos retraités, ils n'ont pas cette nécessité d'avoir à travailler, pourtant ils sont complètement débordés d'occupations et font éventuellement même du bénévolat. Donc la nécessité de travailler n'est là que parce qu'il nous faut absolument gagner un salaire pour pouvoir consommer, pour vivre. Si les robots faisaient tout à notre place, eh bien nous serions non pas dans un paradis, mais dans un enfer, parce que nous serions chômeurs. N'ayant plus de travail, nous n'aurions plus le salaire qui nous permet de consommer. Et pourquoi n'aurions-nous plus de travail ? Parce que les robots auraient fabriqué la richesse à notre place. Pourquoi ne pourrions-nous pas consommer la richesse ? Tout simplement parce que la richesse existe. Donc dans cette économie absolument fulgurante de stupidité, nous sommes dans l'obligation, et c'est ce que préconise l'économiste dogmatique, de détruire la richesse que nous produisons avec des systèmes complètement aberrants, tels l'obsolescence programmée, qui consiste à, par exemple, mettre des puces dans les imprimantes de façon à écourter leur durée de vie, de façon à ce qu'elles se détruisent plus vite, pour que nous puissions les racheter et donc les refabriquer et donc avoir un salaire et dégager du profit. C'est absolument fou. Nous fabriquons aussi des choses qui se démodent de façon à avoir à les remplacer pour qu'elles soient au goût du jour. Mieux que ça, alors là, il y a la taille au-dessus qui est tout simplement la guerre. Alors avec la guerre, là, nous sommes dans une obsolescence programmée qui est fabuleuse puisque nous détruisons absolument toute la richesse, que nous détruisons même les forces vives de la nation et de cette façon, les travailleurs les plus actifs. Ce qui fait que
c'est absolument fabuleux pour notre économie capitaliste libérale qui se délecte dans ce système de rareté, de manque, de misère et de besoin. C'est fabuleux pour notre économie. Nous sommes dans un système complètement fou qui consiste à épuiser la ressource et à détruire la planète, puisque ce faisant, nous polluons, et qui risque bien, si nous n'y mettons pas un terme, à nous coûter l'avenir. Nos enfants n'auront pas d'avenir parce que l'économie nous oblige à produire et à consommer toujours plus pour avoir un emploi, et donc à détruire la planète. L'urgence est telle qu'il nous faut instaurer non seulement un remède de cheval pour modifier ce système qui nous coûtera la vie, mais aussi que son efficacité soit extrême et d'une rapidité à toute épreuve. Il faut que les effets soient immédiatement perceptible. Or, nous savons qu'il y a une multitude d'excellentes idées en économie qui n'ont jamais vu le jour, parce qu'il ne suffit pas qu'une idée soit excellente, encore faut-il qu'elle puisse être mise en œuvre. Et c'est justement ce qui fait la puissance et la force de ce qui est proposé, c'est-à-dire l'inversion de la règle d'or. Et figurez-vous que, de façon surprenante, elle nous a été soufflée et mise dans le tuyau de l'oreille par cette saloperie d'Europe qui, normalement, veut du libéralisme à tout crin. Eh bien, elle a, cette Europe, édicté une petite règle insignifiante, c'est dérisoire, elle a édicté la règle d'or. Qu'est-ce que la règle d'or? On l'appelle aussi pacte de stabilité et de croissance. Donc, pourquoi pacte de stabilité et de croissance? Parce que ça fait de la récession. Donc, on dit croissance parce que ça fait de la récession. En économie, c'est comme ça. On dit toujours l'inverse de la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, en édictant cette question de la règle d'or dérisoire, eh bien, l'Europe demande aux pays membres de l'Union économique européenne d'équilibrer leur budget. Alors, qu'est-ce que c'est que le budget d'un État? Eh bien, tout simplement, c'est comme le budget d'un ménage. C'est-à-dire que dans un ménage, vous avez les salaires qui rentrent, et puis après, vous avez les dépenses, c'est-à-dire que vous faites vos courses, vous payez les études des gosses, et puis, si ça vous coûte plus cher que le salaire que vous gagnez, ben vous êtes déficitaire. Eh bien, pour un État, c'est exactement la même chose. Un État a des rentrées financières qui sont les impôts, les taxes, les pénalités et tout ce genre de choses qui font très plaisir. Et elle a des dépenses qui sont, par exemple, les grands travaux ou le financement de l'éducation nationale ou que sais-je encore, le social et toutes ces choses. Donc, l'Europe, en disant les pays membres de l'Union économique européenne, sous peine de sanctions, doivent équilibrer leur budget, nous oblige à augmenter les impôts et à diminuer nos prestations sociales. Ce que nous constatons au quotidien, nous avons toujours une bonne nouvelle quasi chaque semaine à ce propos. Donc avec une toute petite règle dérisoire, elle nous contraint, tous les pays membres de l'Europe, depuis des années, à l'austérité. Donc, nous pouvons comprendre que l'Europe est géniale en tant que gestionnaire, parce que, justement, avec presque rien, elle nous contraint à l'austérité, et donc, qu'il est possible, en inversant cette règle d'or, de faire exactement le contraire. C'est-à-dire que, inverser la règle d'or, ça veut dire que nous n'allons plus condamner les pays membres qui font du déficit budgétaire, les mauvais élèves, mais nous allons récompenser les bons élèves qui font de l'excédent commercial. Alors qu'est-ce que l'excédent commercial? L'excédent commercial, c'est quand vous exportez, quand vous vendez plus à l'étranger que vous n'achetez en provenance de l'étranger, que vous n'importez. Donc la balance commerciale, c'est savoir quel est l'équilibre. Est-ce que vous dépensez plus à l'étranger en achetant, ou est-ce que vous gagnez plus en vendant? Voilà. Donc, ça veut tout simplement dire que si nous équilibrons les balances commerciales, il faudra que les pays excédentaires, par exemple comme l'Allemagne, équilibrent leur balance commerciale avec la Grèce. Et donc que l'Allemagne, pour pouvoir vendre à la Grèce, achète à la Grèce en contrepartie équivalente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exporter plus que l'on importe. On ne peut pas vendre plus que l'on achète. Donc, si
les Allemands veulent vendre aux Grecs, il faudra qu'ils achètent l'équivalent aux Grecs. Ça a tout simplement l'avantage de faire que, au lieu que l'Allemagne, avec justement la situation actuelle, ne prête de l'argent à la Grèce, qui est déjà en difficulté financière, et qui devra lui rembourser sa dette plus les intérêts, et qui donc n'y arrivera pas, eh bien là, on lui achète, et donc on relance l'économie grecque qui va pouvoir exporter. Ça fait de la croissance en Allemagne, puisque l'Allemagne va consommer, consommation intérieure, elle va consommer des produits qu'elle va importer de Grèce, donc c'est de la croissance allemande, plus de la croissance grecque à l'exportation. C'est-à-dire que ça fait de l'emploi pour le chômeur, ça fait de l'emploi, ça le sécurise pour celui qui a déjà un travail, ça remplit les carnets de commandes du patronat, et ça permet même à l'investisseur de venir investir en Grèce et de faire des bénéfices. Donc, que demande le peuple? Croissance allemande, croissance grecque, et ça fait l'intérêt de l'exclu au capital. C'est génial! Et c'est génial, sauf que un économiste dogmatique dans notre système ne va pas se contenter d'une idée géniale. Il va forcément y trouver un inconvénient. Et c'est ce qui se passe. L'économiste dogmatique conteste en disant « Mais l'Allemagne n'acceptera pas d'acheter plus et d'importer en provenance de Grèce. » L'Allemagne va refuser d'importer. Mais c'est qui l'Allemagne? Bonjour Madame l'Allemagne, comment allez-vous? Les enfants ça pousse, tout va bien. Je ne connais pas l'Allemagne. J'ai des amis allemands, et il va sans dire que si on propose une augmentation de salaire à un Allemand, de salaire ou de revenu quelconque à un Allemand, il est fort peu probable que celui-ci refuse. Et l'Allemagne ne va pas, elle, refuser, alors que tous les Allemands seront d'accord pour avoir une augmentation de revenus. Donc l'économiste dogmatique nous dit mais des absurdités, des imbécilités. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système absurde et imbécile qui fait que si on augmente par exemple le salaire d'un Allemand, eh bien on plombe la compétitivité allemande dans notre système débile, ce qui n'est absolument plus exact quand on inverse la règle d'or. Et nous allons le démontrer un petit peu plus tard parce que nous ne pouvons pas tout démontrer simultanément. Sachez que la démonstration que nous sommes en train de faire des conséquences de l'inversion de la règle d'or, c'est une démonstration des conséquences. Et que inverser la règle d'or, c'est normalement dire aux pays européens, aux États européens, membres de l'Union économique européenne, vous équilibrez vos balances commerciales, point. Et on n'a même pas expliqué tout ce que je suis en train de démontrer. Parce que ça va être des conséquences inéluctables. On ne pourra pas faire autrement que procéder de cette manière pour équilibrer sa balance commerciale. Donc, nous disons aux pays membres européens, équilibrez votre balance commerciale, ça sera génial, mais on ne veut pas savoir comment vous allez vous débrouiller pour le faire. Or, le seul moyen pour qu'un Allemand puisse acheter davantage à la Grèce, c'est d'augmenter le salaire de l'Allemand. Il faudra bien que l'Allemagne accepte, sous peine de pénalité, d'augmenter le salaire et les revenus de ses citoyens. Et donc de faire de la croissance en Allemagne et en Grèce. Mais, deuxième objection de l'économiste distingué, dogmatique, qui ne comprend rien à rien, c'est « mais si vous augmentez le salaire d'un Allemand, il va acheter chinois, puisque c'est moins cher ». Allez, bravo l'économiste, là, parce que on s'en était pas rendu compte, hein. On ne sait pas que si on augmente le salaire d'un Allemand, il va acheter chinois parce que c'est moins cher. On n'avait pas compris. Alors ce qui est stupéfiant, c'est que justement, l'économiste dogmatique a la réponse avant d'avoir la question. Parce qu'en fait, c'est une réponse. L'Allemand va acheter chinois parce que c'est moins cher. C'est une réponse, c'est pas la question. La vraie question, c'est comment se fait-il que les produits chinois soient moins chers? Et la réponse est quand même assez évidente, c'est tout simplement parce que les conditions sociales et les salaires chinois sont moindres que les conditions européennes, de même que la protection environnementale, qui est un peu plus laxiste en Chine qu'en Europe.
La Chine est polluée à l'extrême, tout simplement parce que il faut faire tourner les machines, et puis la pollution, c'est pas si grave. Bon, elle nous revient quand même à nous. Donc, quand on achète un produit chinois parce qu'il est moins cher, nous cautionnons des salaires moindres, nous cautionnons une forme d'esclavagisme et d'exploitation de l'humain, de même que nous cautionnons les exactions sur l'environnement et la pollution de la planète. Nous savons que nous avons instauré des normes CEE. Donc les normes CEE, ça concerne les objets que nous importons de l'étranger. Ça veut dire que, par exemple, si nous achetons un nounours dont l'œil est mal cousu, eh bien l'œil risque de se découdre, nos enfants vont ingérer l'œil et en mourir. Donc nous disons non, nous avons des normes, nous voulons des produits qui soient corrects. De la même manière, nous sommes allés beaucoup plus loin que ça, puisque nous avons fait respecter des normes déontologiques lors d'une certaine Coupe du Monde de foot, parce que nous avons refusé des ballons qui étaient fabriqués dans une entreprise qui employait des enfants de 6 ans pour faire de la manutention. Donc nous avons dit, l'Europe a dit, nous ne voulons pas de ces ballons, puisque c'est une forme d'esclavagisme, on ne fait pas travailler des gamins de 6 ans. Donc nous avons montré qu'il est possible non seulement d'avoir des normes européennes qui concernent l'objet que nous achetons, mais également d'aller avoir un regard sur les conditions de fabrication. Et c'est là que ça commence à devenir intelligent, parce que c'est exactement cela qu'il faut faire. Il faut instaurer de façon à ce que l'Allemand n'achète plus chinois parce que c'est moins cher, chinois c'est un exemple, chinois ou extra-européen parce que c'est moins cher, du fait des normes sociales et environnementales, plutôt que grecques, donc mettre des barrières du protectionnisme social et environnemental pour dire nous ne pouvons pas accepter des produits qui sont fabriqués dans des conditions inacceptables. Il y a des entreprises européennes pharmaceutiques qui se sont délocalisées en Inde parce que, évidemment, les salaires y sont moindres, mais aussi que les normes de protection de l'environnement sont beaucoup plus laxistes et que ces entreprises ont pu rejeter dans les fleuves leurs résidus chimiques et donc ont pollué ces fleuves pour des millénaires. Et cette pollution nous revient par voie maritime. Donc quand nous achetons ce médicament qui, fort probablement, nous soigne aussi bien qu'un autre, eh bien, tout simplement, nous détruisons l'avenir de nos enfants puisque nous polluons la planète. Ça n'est pas acceptable. Et donc, personne ne pourra s'opposer à ce que l'Europe instaure un protectionnisme social et environnemental qui permettra que nous achetions préférentiellement aux pays déficitaires européens plutôt que d'importer de l'étranger. Ce qui est logique, donc, parce que la règle d'or ne concerne que les pays européens, il est normal que son inversion ne concerne également que les pays européens. Le but de l'inversion de la règle d'or n'est pas de casser les économies étrangères, dont l'économie chinoise. Elle est bien au contraire une volonté de niveler le social et l'environnemental de façon à protéger la planète et l'humain. C'est-à-dire que les pénalités que nous serons dans l'obligation de mettre pour faire du protectionnisme social et environnemental devront être progressives et suffisamment légères et négligeables au tout début de façon à ce que le temps soit laissé aux entreprises étrangères de se mettre aux normes pour ne pas subir ces pénalités. Ce qui veut dire qu'une entreprise chinoise qui voudra exporter vers l'Europe devra accepter et même demander, solliciter des expertises sur son terrain de façon à ce que l'Europe puisse contrôler les conditions de fabrication des objets que nous allons lui acheter. Donc, vérifier les normes sociales et environnementales. Et une entreprise qui exporte, qui fait du chiffre d'affaires en exportant vers l'Europe, ne pourra bien évidemment pas se dispenser de ce genre de démarche parce qu'elle devra abandonner le marché européen si elle ne s'y plie pas, puisque les pénalités finiront par être suffisantes pour lui interdire d'entrer en Europe. On laisse le temps, mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de mise aux normes, ça deviendra impossible. Donc, une entreprise
chinoise ou étrangère sera obligée de se mettre aux normes sous peine de perdre le marché, parce que sa concurrente, elle, va accepter, et se mettant aux normes, elle va justement lui prendre le marché. Or, une entreprise ne peut pas s'amuser à perdre des parts de marché aussi facilement. Le combat est assez dur pour les gagner, évidemment, elles préféreront se mettre aux normes. Ce faisant, nous comprenons que l'entreprise d'à côté, qui, elle, n'exporte pas vers l'Europe, va voir des revendications fiscales, sociales éclore au sein de ses ouvriers qui ne vont pas supporter d'avoir des conditions sociales moindres comparativement aux employés de l'usine qui exporte vers l'Europe, tout simplement parce que cette usine exporte vers l'Europe, il n'y a aucune raison. Donc il y aura des revendications sociales et salariales qui vont conduire à un nivellement justement du social dans le pays et également au niveau planétaire, puisque ça revient à faire de l'incitation sociale en place du dumping social et de l'incitation à la protection de l'environnement plutôt que donner une prime, comme on le voit avec les usines pharmaceutiques qui délocalisent pour pouvoir polluer de façon à baisser leur coût de revient, qui est en fait une prime à la pollution. Donc là, nous allons remplacer le dumping social par l'incitation sociale et le dumping environnemental par l'incitation à la protection de l'environnement. Précisons que ces taxes, qui ont pour but de défendre l'environnement et l'humain, n'ont rien à voir avec des droits de douane, puisque ce sont des taxes que nous paierons, nous, Européens, nous-mêmes, sur les produits que nous consommerons. Donc, nous ne taxerons pas nos exportations puisque nous ne les consommerons pas nous-mêmes et que ce sera un peu comme une TVA. Nous payons la TVA sur ce que nous consommons, nous, et non pas sur ce que consomme le voisin. Donc, ces taxes que nous allons payer iront directement dans les caisses de l'État et nous serons redistribués par le financement du service public. Donc, en fait, nous n'y perdons absolument rien, elle consiste uniquement à faire de la protection de l'environnement et de l'humain. Nous pouvons même nous appliquer ces taxes à nos propres productions que nous consommons, donc à celles que nous produisons et que nous consommons, mais non pas à nos exportations, puisque là, ça n'est plus de notre regard. Celui qui consomme paie ou pas la taxe, il le choisit. Donc nous, pays européens, nous pouvons nous imposer ce genre de taxes. Il en ira de ce simple constat que les pays étrangers comme la Chine qui voudront exporter vers l'Europe ne verront absolument aucune modification dans la transaction, puisque c'est nous qui allons nous imposer nous-mêmes. Les pays étrangers n'auront rien à voir. Sauf qu'au bout d'un moment, si ils ne rééquilibrent pas leur social et leur environnemental, eh bien évidemment, les taxes étant dissuasives, nous cesserons d'acheter ces produits que nous importons. Et donc, les pays étrangers seront obligés de se mettre aux normes sociales et environnementales européennes. Sachant que cela aura comme conséquence de réorienter des actions comme celles de Greenpeace ou de Médecins du Monde ou de tous ces ONG ou structures qui cherchent justement à améliorer le social et l'environnemental, qui ne seront plus des structures qui auront à lutter pour obtenir les corrections systémiques, mais qui n'auront plus qu'à dénoncer. Et les choses étant dénoncées, elles seront immédiatement pénalisées. Sachons également que l'effet sera absolument immédiat du simple fait d'annonce que l'Europe va instaurer des taxes environnementales et sociales, puisque les exactions les plus insupportables sont connues de tous. Et donc nous n'aurons même pas besoin d'aller investiguer ou faire des enquêtes sur le lieu de production pour savoir que tel ou tel produit est excessivement néfaste à l'environnement ou est une forme d'esclavagisme. Donc nous ne cautionnerons pas ça et ces produits-là seront immédiatement soumis à des pénalités, ce qui fait que l'effet sera gigantesque dans l'immédiat, à la seconde où nous aurons décidé d'instaurer l'inversion de la règle d'or. De même, puisque nous serons dans un système qui va sanctionner absolument toute exaction environnementale ou sociale, qui va récompenser toute action positive, nous sommes donc dans un
une autre structure, une autre configuration, sans rien changer au système lui-même, qui permettra que le système incite l'humain à s'améliorer et à devenir humaniste. Et donc, on peut en conclure que si nous devons envoyer des inspecteurs qui auront pour but de contrôler les conditions de fabrication des produits étrangers que nous importons, ces inspecteurs seront probablement moins sujets à la corruption que ceux que nous connaissons aujourd'hui, puisque nous sommes dans un système de la loi du plus fort qui fait qu'en fait, la générosité est sanctionnée, alors que la hargne et la volonté de pouvoir, elle, est récompensée dans le système qui est le nôtre et qui nous détruira si nous n'y mettons pas un terme le plus immédiatement possible. Nous venons, en démontrant que il faudra augmenter les salaires de façon à les niveler quasiment sur la planète entière, de démontrer qu'il ne sera plus néfaste à la compétitivité allemande d'augmenter les salaires ou les revenus allemands, puisque le protectionnisme social nivellera ces différences de salaire et de revenus. Rassurez-vous, c'est tellement beau, ça paraît tellement merveilleux que bien évidemment l'économiste dogmatique va forcément trouver à redire. Et donc, il nous expliquera que il n'est pas possible à un État, ou excessivement difficile, d'équilibrer sa balance commerciale, contrairement au fait d'équilibrer son budget. Ce qui est tout à fait faux, bien évidemment, comme à l'habitude, de la part de l'économiste dogmatique qui ne comprend rien à rien. Effectivement, équilibrer un budget pour un État semble plus facile, puisque c'est lui qui gère ses rentrées fiscales, les pénalités, etc. Donc c'est lui qui décide du montant des impôts et de ce qui va rentrer dans ses caisses. Il décide également de faire plus ou moins de dépenses sociales, de faire plus ou moins de dépenses de redistribution. Donc on pourrait penser que c'est lui qui maîtrise son budget, ce qui est tout à fait faux quand on tient compte de la donnée électorale. Bien évidemment, juste avant les élections, ordinairement, les dirigeants, pour être réélus, font une redistribution généreuse en tapant dans le budget. Donc c'est tout à fait relatif qu'un État contrôle son budget, jusqu'à un certain point. Par contre, il est absolument faux qu'un État ne contrôle pas sa balance commerciale, parce que ce sont les entreprises qui exportent et donc qui font les balances commerciales. C'est absolument stupide de dire qu'un État ne peut pas contrôler cela, puisque un État incite à l'exportation. Il y a des primes à l'exportation, il y a tout un tas d'incitations pour que les entreprises puissent exporter de manière à faire rentrer des devises, à faire de la croissance à l'exportation et donc à faire rentrer des devises également et des impôts dans les caisses de l'État. Donc il est parfaitement clair qu'un économiste dogmatique va quand même s'offusquer en prétendant mais on ne va tout de même pas pénaliser les entreprises qui exportent. Ça ne se fait pas. Et bien évidemment que si, ça se fait. Bien sûr qu'il est possible d'inciter une entreprise à exporter moins. Et si on regarde la façon dont cela va se passer, on voit qu'il n'y a pas de méchanceté à cela. Parce que nous allons menacer les entreprises, quand nous sommes dans un pays excédentaire, à balance commerciale excédentaire, nous allons menacer les entreprises de pénalités de façon à les inciter à exporter moins. Que doit faire un patron d'entreprise qui fait trop de chiffres à l'export parce que son pays est en excédent commercial? Eh bien, il doit tout simplement augmenter sa marge bénéficiaire en augmentant ses prix de vente. C'est quand même pas si grave. Il y a pire sanction que d'avoir à augmenter sa marge bénéficiaire. Messieurs les économistes dogmatiques. Alors, à peine avez-vous répondu à cette objection que l'économiste dogmatique en a une autre qui lui vient au bord des lèvres, et donc la question étant, mais nous ne pourrons plus
exporter. Qu'adviendra-t-il d'une entreprise qui aurait un produit qui serait demandé à la surface de la planète entière, qui soit véritablement prisé et il ne pourra pas exporter sous peine de faire exploser la balance commerciale de son pays d'origine? Réfléchissons un peu. Il suffira à une telle entreprise de créer des filiales là où se trouve la demande. Ça veut dire que on va produire là où il y a la demande. C'est du commerce de proximité à l'échelon planétaire. On aura un deuxième choix qui sera d'implanter la filiale dans un pays déficitaire comme la Grèce. Puisque là, il y aura une possibilité à l'exportation bien avant que la balance commerciale ne soit excédentaire ni même équilibrée. Donc là, c'est de la répartition du travail à l'échelle de la planète. Avec l'inversion de la règle d'or, tout devient positif. Et quand il y a une objection, parce qu'il n'y a pas de théorie qui n'ait pas de défaut, évidemment, ça n'existe pas. Dans le cas de la règle d'or, de l'inversion de la règle d'or, ce qui en apparence est un défaut, qui est un défaut, trouve une solution toujours positive. On peut penser qu'il y aura énormément de mesures à mettre en œuvre pour réussir à respecter cette inversion de la règle d'or de façon à ne pas être en excédent commercial. Effectivement, énormément de choses à faire. Mais rendez-vous compte qu'il y a tout autant de choses à faire pour respecter cette règle abominable que nous a imposée l'Europe, la règle d'or, le pacte de stabilité et de croissance. C'est tout aussi complexe, hormis que là, il n'y a que du négatif, puisqu'il faut baisser les retraites, augmenter la durée de cotisation, augmenter les impôts, baisser le social, au point qu'on va finir par ne plus pouvoir payer le RSA, etc., 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 etc. Il n'y a que ça, des mesures nouvelles toutes les semaines, pour réussir à respecter de la règle d'or. Ne me dites pas que ça va être plus compliqué de faire des mesures intelligentes qui vont aller dans le bon sens pour tout le monde, qui seront positifs pour tout le monde. Il est quand même plus positif et plus facile d'appliquer une règle qui va nous permettre de ne travailler que 15 heures semaine, de mettre une retraite en deçà de 60 ans et donc de ne faire que du positif, plutôt que de dire aux gens, vous devez travailler encore plus, vous devez produire plus, vous devez gagner moins. C'est exactement la même chose. À l'inverse, au lieu de faire des stupidités imbéciles, nous faisons des choses généreuses, intelligentes. C'est uniquement ça la différence. Il n'y a pas plus à faire pour respecter l'inversion de la règle d'or que pour respecter la règle d'or. Quand une théorie est exacte, ce n'est pas parce qu'elle est incroyable qu'elle en devient moins exacte. Alors permettez-moi de vous dire que nous ne sommes pas au bout de nos surprises en ce qui concerne l'inversion de la règle d'or, qui est encore plus positive que nous ne l'avons jusque-là énoncé. Donc nous ne faisons qu'énoncer. Si nous inversons de la règle d'or, tout ce que nous venons de dire va se produire. Et il y a beaucoup mieux que ça, puisque nous allons, le temps de la transition de notre système fou vers ce système généreux qu'engendre l'inversion de la règle d'or, le temps de cette permutation, nous ne créerons pas de chômage, puisque les pénalités seront progressives et nous prendrons le temps d'ajuster la pénalité à la faisabilité de la chose. Ça met en œuvre donc un protectionnisme social et environnemental absolument fabuleux, puisque le protectionnisme environnemental va permettre que soit pénalisée toute exaction contre le climat, contre la planète, toute pollution sera sanctionnée, et toute action positive et respectueuse de l'environnement sera récompensée. Nous pouvons mettre des primes et des pénalités de façon à équilibrer nos balances commerciales. Nous pouvons aussi le faire, nous le ferons également avec le social.
Donc tout ce qui sera respectueux du social et donc de l'humain sera encouragé, et tout ce qui sera agressif envers l'humain sera sanctionné. Donc nous changeons véritablement de monde, et nous allons même en arriver à faire une croissance dégressive pour la bonne raison que si nous ne pouvons pas exporter plus que nous importons, nous serons dans la position d'avoir à consommer nous-mêmes ce que nous produisons. Et pas seulement nous, au bout d'un moment, ce sera la Terre entière, la planète entière. Donc les Chinois pourront consommer eux-mêmes ce qu'ils produisent parce que ils auront eu des augmentations de revenus suffisantes pour le faire. Et donc nous allons limiter les mouvements et de conteneurs et de richesses au niveau de la planète. Les consommations seront de proximité. Si nous ne pouvons plus exporter ce que nous ne consommons pas, il est bien clair que nous n'allons pas produire ce qui ne sera pas consommé. Donc il faudra, pour pouvoir produire et pour que les richesses que nous produisons soient consommées dans le pays, parce que si nous produisons quelque chose qui n'est pas consommé, ce sera perdu. Or, je ne connais aucun entrepreneur qui, sachant que ça ne sera pas vendu, produise la richesse. Donc il faudra que nous équilibrions cette richesse avec la masse monétaire d'achat, donc les salaires et les revenus. Il faudra que ces salaires soient en adéquation avec la richesse proposée, avec l'offre. On comprend tout à fait facilement que si nous avons un progrès technologique qui permet de fabriquer un outil ou une machine qui augmente la production, eh bien il faudra qu'il y ait une augmentation de salaire, de façon à ce que cette augmentation due à la machine, non pas à une augmentation du travail humain, mais cette augmentation de richesse produite due à la technologie soit achetée par un humain, et donc il faudra lui donner le moyen financier d'acheter. Donc à toute augmentation de richesse, il faudra faire un ajustement de la valeur financière. Ça veut dire que nous n'allons plus, comme aujourd'hui dans notre système de malades, détruire le lait pour en augmenter la valeur financière quand il est soi-disant trop abondant, alors qu'il y en a qui meurent de faim et qui ne peuvent pas se payer de lait. Mais la valeur étant inférieure au coût de production, etc., etc., on détruit le lait pour en augmenter la valeur financière. C'est absolument imbécile, tout le monde le comprend, et nous allons augmenter la masse monétaire. De la même manière, nous faisons dans notre système de malades, nous inventons l'obsolescence programmée de façon à détruire la richesse que nous produisons de façon prématurée, de façon à pouvoir la refabriquer pour avoir pour un salaire et donc créer un salaire et du profit. C'est absolument fou. Donc nous passons d'un système débile à un système intelligent qui fait que nous allons remplacer le chômage par le loisir. Nous comprenons que dans un tel système où il faut augmenter les revenus des citoyens à chaque fois qu'il y aura une augmentation de la productivité due aux machines et à l'automation, nous comprenons que nous allons pouvoir soit augmenter notre niveau de vie en gardant le même temps de travail, soit garder notre niveau de vie et diminuer notre temps de travail, puisque le travail sera fait par les robots. Nous serons donc dans une société qui nous permettra de décider du temps de travail qui sera le nôtre, de décider de notre niveau de revenu et de décider de notre temps de loisir, grâce à l'automation. Nous comprenons que nous serons de moins en moins dans la nécessité d'avoir un emploi pour avoir un salaire de manière à pouvoir consommer et ne pas être exclu, et que donc nous allons nous acheminer tout doucement vers une décroissance, vers une croissance dégressive, et que nous aurons de plus en plus de loisirs, qu'il sera possible d'instaurer un revenu de base bien au-delà du seuil de pauvreté, et que le progrès sera un véritable progrès et non plus de la croissance.
Nous voyons donc que l'inversion de la règle d'or permet de modifier notre système économique de compétitivité pour en faire un système d'échange de bons procédés. Qu'elle remplace cette inversion de la règle d'or, le dumping social par l'incitation sociale et l'encouragement à polluer pour baisser ses coûts de production par une incitation à la protection de l'environnement. Nous verrons que là n'est pas la limite de ces possibilités, puisque elle corrige aussi le système politique, mais nous verrons ça juste un peu plus tard, puisqu'il nous faut quand même démontrer que elle est tout à fait probablement la solution la plus performante, puisque elle permet de sanctionner absolument toutes les dérives, qu'elles soient sociales ou environnementale. Donc comment réussir à mettre un coup d'arrêt plus performant à nos exactions environnementales qui peut-être risquent de nous coûter l'avenir, dans la mesure où nous ne pourrons pas maîtriser le réchauffement climatique si nous n'avons pas une méthode véritablement efficace. Comment faire mieux que l'inversion de la règle d'or qui sanctionnera toute exaction et récompensera toute action positive. Je ne vois pas de méthode qui soit plus pertinente et plus performante. Qui plus est, nous sauvons non seulement la planète, mais donc nous sauvons l'humain, parce que à quoi bon sauver la planète si c'est pour ne pas réduire la fracture sociale et faire que 99% de l'humanité disparaîtront dans des souffrances atroces dues au réchauffement climatique ou à la pollution. Donc l'inversion de la règle d'or a véritablement tout pour plaire. Et aucune autre théorie ne peut faire plus performant. Quand nous parlons par exemple de croissance verte, certains économistes plus ouverts que d'autres, que les économistes dogmatiques, proposent de s'orienter vers une croissance verte. Le problème de la croissance verte est que, bien évidemment, il vaut mieux respecter la planète que de la polluer. Cependant, faire une croissance verte ne résout pas le problème de la nécessité d'avoir un emploi pour avoir un salaire, pour pouvoir consommer, pour ne pas être exclu. Donc on peut se poser la question de savoir, quand nous aurons produit tout ce dont nous avons besoin, quand nous aurons nettoyé la planète de fond en comble, comment ferons-nous pour ne pas être au chômage? Faudra-t-il que nous redégueulassions la planète de façon à pouvoir la nettoyer pour avoir un emploi? Donc nous voyons bien que même ce genre de théories qui proposent des croissances vertes ont un avantage évidemment sur notre système fou. Par contre, elles ne sont pas une véritable solution parce qu'elles ne résolvent pas ce problème de la nécessité d'avoir à travailler. Et donc, elles continuent à faire du chômage plutôt que du loisir, ce qui est un des avantages de la règle d'or, de permettre le loisir et de mettre un terme définitif au chômage. De même, les économies parallèles, qui ont effectivement des mérites, au moins dans l'intention, ne sont pas la véritable solution, dans la mesure où elles sont quasiment, pour la quasi-totalité d'entre elles, un moyen de s'extraire du système financier. Or, même si le système financier est abject, la solution n'est pas de s'en extraire. Puisque, par exemple, l'ubérisation, cette concurrence un peu déloyale qui est faite au taxi, dans la mesure où les taxis Uber ne payent pas de charges ni d'impôts, sont pas posés du tout de la même façon, ou même l'auto-entreprise, qui n'est pas une économie parallèle, mais quasiment instaurée par l'État, fait qu'on paie moins de charges et moins d'impôts. Donc, le problème de ces économies parallèles est de se poser la question, quand il n'y aura plus que des économies parallèles, comment remplirons-nous les caisses de l'État de façon à faire du social? Nous ne pourrons plus verser le RSA. Parce que si l'économie parallèle prend une part trop importante dans la société, eh bien nous allons diminuer les emplois qui sont imposés et qui cotisent pour ce social. Si les caisses de l'État sont vides, où trouverons-nous le financement pour l'éducation nationale, pour nos retraites, pour la sécurité sociale? Quand vous aurez besoin d'une prothèse de hanche, qui financera? Personne. Vous n'aurez qu'à vous en passer.
Vive les économies parallèles. Nous voyons que les effets de l'inversion de la règle d'or sont gigantesques pour une mesure dérisoire, puisque bien évidemment, nous venons d'énoncer les bienfaits de l'inversion de la règle d'or, mais alors ça reste de dire aux États européens, vous faites comme vous voulez, vous équilibrez vos balances commerciales. Par exemple, comment doit-on faire pour ne pas être excédentaire? Normalement, un économiste à peu près compétent, même s'il est dogmatique, soumis au dogme qu'il a du mal à s'en défaire, normalement doit trouver la solution pour permettre de diminuer les exportations des entreprises de son pays. Normalement, il est intelligent, c'est son métier, il est capable de trouver tout seul la solution. Donc si nous expliquons les solutions qu'il faudra mettre en œuvre, c'est de la simple générosité et de la simple bonté. Mais il n'est pas besoin de faire ça. Nous comprenons qu'il faut équilibrer ses balances commerciales, point final. Alors l'intérêt de cette inversion de la règle d'or, c'est aussi que elle ne modifie absolument rien au système économique. Nous gardons le même système, tout simplement parce que on ne peut pas imaginer que nous décidions de changer notre système pourri, néfaste, abominable, pour tel jour, telle heure, en mettre un autre qui serait génial. Déjà, quel autre? Ça, on ne sait pas. Et puis, on ne peut pas changer d'un système comme ça à la seconde. C'est tout à fait inconcevable. On ne peut pas non plus modifier le système au coup par coup. Parce que quand vous voulez, par exemple, instaurer une mesure intelligente comme celle dont je parlais en début de vidéo à propos de Jacques Dubois, mais si vous voulez instaurer, par exemple, la cotisation des machines, vous allez vous opposer au patron qui a besoin d'un profit et d'un bénéfice, donc il va s'opposer à ça, il ne voudrait pas. Si vous voulez vous opposer à l'existence des paradis fiscaux, mais vous allez vous opposer à la finance qui fait son profit dans les paradis fiscaux. Et donc, vous ne pouvez pas parvenir à modifier le système au coup par coup, parce que vous auriez des milliers de choses à modifier et à chaque fois à vous battre pour chaque nouvelle avancée, alors qu'aujourd'hui, nous sommes justement dans le système contraire, qui est de nous battre pour empêcher les reculs. Tellement notre système abominable, nous empêchons les reculs. Donc il faut réorienter le système sans le modifier en quoi que ce soit. C'est ce que fait l'inversion de la règle d'or. L'inversion de la règle d'or ne touche à rien au système économique, elle en change les objectifs. Donc au lieu d'avoir un principe de loi du plus fort qui va dévorer l'autre pour aussi ne pas être dévoré lui-même, nous mettons en place un système d'échange de bons procédés, un système généreux et humaniste. Là, le véritable avantage, on ne touche pas à la structure même du système, il n'y a pas de modification systémique, il n'y a qu'une réorientation positive de la direction dans laquelle va le système. Et c'est pour ça que l'on peut modifier les objectifs sans modifier les fondements du système, puisque c'est impossible. Nous allons voir que nous allons également procéder de la même manière en ce qui concerne le politique, parce que nous n'allons modifier en rien le système politique, nous n'allons modifier en rien la hiérarchie politique qui va du président de la République avec les sénateurs, les députés, les maires, etc., etc. Nous ne touchons à rien du tout, mais l'inversion de la règle d'or va de facto instaurer ce que j'appellerais une démocratie prédominante, parce que, puisque, nous l'avons vu, les économistes seront très peu nombreux à soutenir une théorie qui démontre qu'ils se trompent, qu'ils ont tort, qu'ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc, ou même qu'ils n'ont pas trouvé, parce que, honnêtement, tous les économistes, quand l'Europe a édicté la règle d'or, tous les économistes se sont dit mais il faudrait faire l'inverse, ce serait génial de faire l'inverse. Ah oui, mais c'est pas possible parce que l'Allemagne n'acceptera pas d'acheter grec. Et en plus, si on augmente le salaire de l'Allemand pour qu'il achète grec, il achètera chinois parce que c'est moins cher.
etc., etc. Donc l'économiste dogmatique ne peut même pas concevoir que l'on puisse faire l'inverse, et un économiste même plus large d'esprit se heurte aux mêmes pensées immuables. On ne peut pas ci, on ne peut pas ça, qui sont dictées par le dogme. Donc, il est excessivement difficile de changer le système économique, de même que le système politique, hormis que l'inversion de la règle d'or y parvient, puisque nous ne touchons là non plus à rien. Si nous divulguons cette idée de l'inversion de la règle d'or, ce qui en fait est un comportement politique que chaque citoyen peut adopter, puisque si nous voulons être en démocratie, il faut que le citoyen se responsabilise. On ne peut pas être en démocratie avec un citoyen qui s'en lave les mains. Donc si nous voulons une véritable démocratie, au moment cruciaux, ce qui est le cas, parce que nous n'avons jamais été dans une situation aussi tragique et aussi dramatique, et donc il faut que nous bougions, nous, citoyens. Donc si nous comprenons que l'inversion de la règle d'or est une véritable réponse d'une simplicité déconcertante, parce qu'elle consiste à dire on équilibre sa balance commerciale, et nous ne voulons même pas savoir quels seront les moyens que vous emploierez, et que ça parvient à tout modifier absolument dans des sens positifs, y compris la démocratie, puisque si nous comprenons cela, que nous portons l'idée, comme si nous étions dans un parti politique, c'est ça un parti politique, ça porte une idée, ça se bat pour prendre le pouvoir, eh bien là nous ne voulons pas nous battre pour prendre le pouvoir, mais nous sommes citoyens et donc responsables, et donc nous avons une responsabilité politique, et les partis, peut-être qu'on en a un peu marre des partis, qu'on aimerait bien pouvoir faire de la politique sans avoir affaire aux partis, qui soient de n'importe quelle couleur, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir une idée politique, comme l'inversion de la règle d'or que nous allons pouvoir porter. Et si nous la divulguons, si nous en parlons à nos voisins, à nos amis, à notre famille, à nos proches, et que cette idée finit par être connue, comment peut-on envisager qu'elle ne soit pas mise en application, puisqu'elle est la solution la plus performante qui soit, moi je n'en connais pas d'autre, qui soit capable de mettre un tel frein au réchauffement climatique définitif et un tel frein à toutes les exactions sociales et environnementales. Il n'y en a pas. Bon, il faudrait être stupide pour ne pas le faire savoir, et une fois qu'elle sera suffisamment divulguée, bien évidemment, nos politiques en étant informés, nous leur dirons, mais la solution étant l'inversion de la règle d'or, tu dois te battre pour que l'inversion de la règle d'or soit mise en application. Sinon, c'est pas pour toi qu'on va voter. On va voter pour le politique qui va décider de se battre pour l'inversion de la règle d'or. Et nous comprenons que c'est le pouvoir citoyen qui va reprendre le pouvoir politique au-dessus du millefeuille politique sans rien modifier à ce millefeuille. Et donc nous serons dans ce que j'appelle une démocratie prédominante, puisque le citoyen va reprendre le pouvoir sur le politique, et c'est lui qui va imposer au politique de faire ce que veut le citoyen, ce qui normalement devrait se passer même dans une démocratie élective comme la nôtre. Ce faisant, nous instaurons dans les faits la reprise de pouvoir du citoyen sur le politique élu. Il serait dommage, ayant réalisé cet exploit, de ne pas le mettre en théorie et en système, de façon à permettre à ce que le citoyen puisse reprendre, quand il le décide, le pouvoir de décision sur tel ou tel sujet qu'il estime être trop fondamental pour ne pas s'en occuper lui-même et le laisser à la décision du politique élu. Ce moyen qu'il faudrait mettre en œuvre est bien au-delà du cahier de doléances de la Révolution française, qui permettait aux citoyens de se plaindre et de demander au pouvoir de résoudre ces problèmes. Là, nous serions dans des cahiers de résolution qui seraient des propositions qui ne seraient pas discutables par le politique, parce qu'elles devraient être mises en œuvre, puisque ce serait un choix citoyen. Alors, résolution, parce que c'est la proposition qui va apporter et qui va résoudre une problématique,
et non seulement ça, mais résolution, parce que nous serons résolus à la mettre en œuvre grâce au référendum plébiscitaire. Un référendum plébiscitaire qui devra non pas donner la majorité comme si c'était un combat, une bataille à 50,1% des suffrages exprimés contre 49,9%, mais qui nécessiterait, et ce sera décidé par voie démocratique, 60 ou 70% de majorité des suffrages exprimés de façon à ce que ce soit acté. Et pour arriver à ce référendum plébiscitaire, nous aurions donc les cahiers de résolution qui consisteraient à permettre que de petites assemblées, de micro-assemblées, permettent aux citoyens de se réunir, à ceux qui ont des propositions à faire, de se réunir, de faire leurs propositions, et que dans chaque petite assemblée soit choisie la meilleure des propositions qui serait portée par un représentant dans une assemblée supérieure, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle atteigne les sommets de l'État. Arrivé là, cette discussion serait discutée, analysée, proposée sur les médias, de façon à ce que chaque citoyen soit au courant des tenants et des aboutissants, de façon à pouvoir prendre position et à donner son avis dans ce fameux référendum plébiscitaire. Précisons que ces référendums plébiscitaires auront lieu au niveau des États, mais bien évidemment, puisqu'ils seront instaurés par l'inversion de la règle d'or, ils auront également lieu au niveau européen. Imaginez l'impact et le pouvoir de tels référendums qui, bien évidemment, ouvriront la porte à tous les possibles. De cette façon, l'inversion de la règle d'or instaurant une démocratie prédominante, il sera possible à toutes les idées d'être exprimées et de pouvoir être connues et divulguées. Et croyez-moi que dans la fausse démocratie qui est la nôtre, parce que, souvenez-vous, 2005, le référendum pour ou contre la Constitution européenne, nous avions dit que nous n'en voulions pas, nous avions dit non, et nos députés, donc qui sont élus pour faire ce que nous souhaitons, ont dit ils ont voté non, mais ça sera oui quand même. Donc on peut penser que les référendums plébiscitaires subiront le même sort. Évidemment non, puisque s'il y avait eu 60 ou 70% de votes non contre la Constitution européenne, aucun n'aurait osé contredire le vote, parce qu'il y aurait véritablement eu une révolution. On ne peut pas accepter en démocratie que, avec un tel écart, nos représentants politiques fassent exactement le contraire d'une telle majorité. Donc, évidemment, un référendum plébiscitaire ne pourra qu'être mis en mesure, ne pourra qu'être acté, puisque la majorité sera écrasante. Nous sommes tellement habitués à cette pensée réflexe qui est oui, mais le pouvoir s'opposera, que nous pouvons douter de la faisabilité de l'inversion de la règle d'or. Rappelons que elle fait l'avantage de l'exclu et même du capital, qu'elle va générer une croissance dégressive, donc aller jusqu'à de la décroissance. Donc c'est l'avantage de tout le monde. Elle va sauver la planète, elle est le meilleur moyen de sauver la planète, et donc de donner un avenir à nos enfants, et donc aux enfants des pauvres comme aux enfants des riches. Pourquoi les riches s'opposeraient à l'avenir de leurs enfants si l'inversion de la règle d'or est le seul moyen? Donc il est bien évident que avec cette petite règle, l'inversion de la règle d'or, nous résolvons absolument toutes les problématiques. Aucune idée, aucune théorie économique n'est capable de cela. Elle arrange absolument tout le monde. Puisque tout le monde y a intérêt, nous ne pouvons pas nous demander comment nous allons pouvoir instaurer une idée qui, faisant l'avantage de tous, sera souhaitée par tous. Personne ne s'opposera. Puisque l'inversion de la règle d'or fait l'intérêt de chacun, nous n'aurons pas à nous battre pour réussir à ce qu'elle soit mise en œuvre. Il suffira que les gens en soient informés, que le citoyen sache qu'existe l'inversion de la règle d'or qui fait l'intérêt de chacun et donc le sien.
Et tout le monde voudra que cette théorie soit appliquée. Il suffira que nous soyons quelques milliers pour que la presse doive relater des manifestations qui auront lieu, auquel cas, tout le monde étant informé, tout le monde réclamera la mise en œuvre de l'inversion de la règle d'or, imposant de cette manière à nos politiques de défendre cette idée, sous peine de ne pas être élus. De la même manière, une des forces de l'inversion de la règle d'or est qu'elle ne s'adresse qu'à l'Europe, et donc à une petite trentaine de pays. Il est quand même plus simple de trouver un consensus à une petite trentaine de pays qu'à demander l'accord de la planète entière. Nous en sommes arrivés à un point où il n'est même plus question d'espérer progresser, où nos combats sont destinés à simplement stopper les reculs. Nous sommes dans des luttes contre les pesticides, contre la loi El Khomri, contre le traité transatlantique, contre en fait notre société de consommation, les pollutions, le réchauffement climatique et tout ce que l'on peut imaginer comme combat contre. Ne serait-il pas préférable de dire un oui unanime pour l'inversion de la règle d'or qui mène tous ces combats sans exception?